Voilà, donc septième séance, donc on continue toujours avec les conditions d'échantillonnage. Donc un autre point sur l'échantillonnage, c'est qu'il faut prendre un échantillon d'une zone qui est suffisamment, où il y a suffisamment de turbulence. Donc ça veut dire que le rejet doit être homogène, hein. Il ne faut pas prendre dans une zone où la circulation de l'eau est calme, parce qu'on va prendre soit le surnageant, c'est-à-dire la partie supérieure qui contient moins, par exemple, moins de matière en suspension, ou si on prend du fond, on va prendre plus de matière en suspension, et donc ceci ne représente pas bien évidemment un échantillon fiable de cette eau. C'est par conséquent, il est obligatoire de chercher un point où il y a beaucoup de turbulence afin que l'échantillon soit homogène. Autre chose, il faut que ça soit loin de toute cause naturelle ou humaine de perturbation. Donc là, il faut s'éloigner de toute arrivée, par exemple, d'un affluent d'eau. Par exemple, vous avez la rivière et vous avez un petit ruisseau, une petite rivière qui vient d'autre part, hein. Parce que si ça arrive à cette eau, donc ça va créer une perturbation. Ça veut dire que ça va créer une agitation de plus, ça va apporter des polluants de plus, et ainsi de suite. Donc là, ça c'est ce qu'on peut prendre en considération dans une cause de perturbation naturelle. Donc naturelle, un ruisseau qui arrive, une rivière affluente à notre rivière ou autre. Ça peut être aussi une zone où il y a par exemple une extraction d'un minerai donné ou d'une roche donnée. Donc là, l'eau qui arrive par exemple de cette carrière par exemple, ça va augmenter le taux de matière en suspension et le taux de quelques éléments minéraux dans l'eau. Toute activité humaine, là on fait illusion, ou je fais illusion par exemple à une agglomération. Il ne faut pas que ce sera un village par exemple à côté, parce que sinon on va prendre en considération les rejets de ce village dans cette rivière par exemple. Il ne faut pas que ça sera une zone de navigation par exemple, ou une zone où on fait du sport nautique par exemple, parce que ça va créer de la turbulence et donc ça va changer, si vous voulez, la qualité de cette eau. Alors, autre chose, la campagne d'échantillonnage, donc là on l'appelle comme ça, hein, donc une campagne d'échantillonnage, pourquoi? Parce qu'on sort le matin avec une équipe bien formée pour aller chercher ou prendre des échantillons. Donc là, il faut qu'il y aura une bonne planification de cette campagne d'échantillonnage. Pourquoi? C'est pour éviter, bien évidemment, les pertes et les erreurs. Alors les pertes comment? C'est que si je sors le matin, bien évidemment avec mon équipe et on n'a rien programmé, on arrive sur place, on va commencer à prendre des échantillons comme ça au pif. Retour au laboratoire, soit les techniciens au laboratoire, soit nous-mêmes qu'on va réaliser les analyses, on va tomber dans des problèmes. C'est que par exemple, pour un échantillon d'une analyse donnée, il faut le mettre par exemple dans de l'acide, hein. Donc là, si on ne le fait pas sur place, donc c'est perdu, l'analyse est perdue. Si l'échantillon, par exemple, des matières en suspension, on le mélange avec les autres, on arrive au laboratoire, on va peut-être l'oublier ou pas l'analyser sur place. Donc, à un certain moment, on aura une perte soi-disant, de la fiabilité de ces résultats. Et les erreurs, c'est la même chose à peu près. C'est que vous aurez des analyses à faire avec soit l'échantillon qui n'est pas bien réalisé, ça veut dire bien stocké plutôt. Donc ça veut dire qu'il fallait le mettre dans un acide, ou il fallait ajouter un autre produit dedans pour le stabiliser, et ainsi de suite. Et donc ceci va créer bien évidemment des erreurs, et ceci, il faut l'éviter par une bonne planification. Alors, plusieurs éléments doivent être pris en compte lors de la planification d'une campagne d'échantillonnage, et on cite les plus pertinents, à savoir l'établissement d'une liste des paramètres qui devront être analysés. Donc, avant de quitter le laboratoire, on doit savoir quels sont les paramètres
qu'on doit chercher ou quelles sont les analyses qu'on doit réaliser sur les échantillons qu'on va ramener à notre retour. Donc ça c'est un. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples rapidement. Le premier problème, c'est la quantité. Ça veut dire, si je ne ramène pas la quantité nécessaire pour pouvoir faire une série d'analyses, ben, à un certain moment, je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'en ai plus d'eau de ce point-là, le point où j'ai fait l'échantillonnage. Donc là, ça c'est la quantité. De point de vue qualité, c'est que je peux prendre un échantillon sans soi-disant le signaler ou le stocker ou le conserver comme il faut. Et donc par conséquent, en arrivant au laboratoire, j'ai un paramètre de perdu. Donc là, il faut savoir quels sont les paramètres que je dois analyser afin, bien évidemment, de ramener la quantité nécessaire, ça c'est un, et comment les conserver avant d'arriver au laboratoire. Deuxième point, c'est la localisation du site de prélèvement. Donc en fait, on va voir dans la diapo suivante les types d'échantillonnage qu'on peut réaliser. Il faut connaître les sites de prélèvement. Autrement dit, il faut tout fixer et il faut y aller faire un tour avec une équipe, bien évidemment, pour localiser les points et comme ça les repérer. Alors pourquoi on doit faire ceci? Parce qu'il se peut, par exemple, au laboratoire, on est assis tranquille et on va commencer à dire, voilà, on va prendre des échantillons, par exemple, chaque kilomètre. Très bien, ça c'est facile à dire. 1 kilomètre, on prend un échantillon. Très bien. Alors, on arrive au niveau terrain, par exemple, si le rejet se fait dans une rivière, 1 kilomètre, on va prendre un échantillon à 1 kilomètre de la steppe. Deuxième kilomètre, là, la zone est rocheuse, par exemple. Il y a des roches, ou il y a une falaise, il y a une coupure de roche, par exemple. Il n'y a pas possibilité d'accéder à l'eau facilement. Ça veut dire que, soi-disant, la sécurité du personnel est mise en défi. Donc, par conséquent, il faut y aller voir un petit peu le terrain et programmer ou localiser les points afin qu'ils soient programmés réellement, et donc comme ça il n'y aura pas de problème. Donc là je vous ai donné l'exemple de roche. Il y a possibilité d'avoir par exemple une région, une zone en forme de marécage, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui déborde sur de longs mètres sur les bords de la rivière, donc ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de boue. Si on marche, on doit marcher par exemple 10 ou 20 ou 30 mètres au bord de la rivière pour arriver à l'eau, alors que la zone est boueuse. Pourquoi? Parce que l'eau déborde bien évidemment sur les bords. Et donc ça c'est un autre problème aussi qu'il faut le programmer. Alors troisième chose qu'il faut prendre en considération lors de la planification, c'est la détermination des cycles et des heures du fonctionnement du procédé à analyser afin de faire l'échantillonnage pendant ce temps. Alors ça c'est un petit peu un cas spécial. Par exemple, si je suis responsable d'une unité industrielle de transformation de betterave à sucre. Donc là, la betterave à sucre, comme vous le savez bien, la récolte est annuelle. Donc je dirais c'est au mois de juin, juillet, août. Okay? Alors c'est en ce moment-là qu'il y a la récolte et il y a la transformation. Donc autrement dit, si moi je veux voir l'effet du rejet de mon unité industrielle qui fait la transformation de la betterave en sucre, je dois faire l'analyse, plutôt l'échantillonnage et l'analyse dans une période où il y a le procédé qui fonctionne. Ça veut dire juin, juillet, août. Si par exemple je vais y aller chercher un échantillon en septembre ou en octobre, l'échantillon ne va pas représenter bien évidemment le procédé en question, qui est le procédé de transformation de la betterave à sucre en sucre blanc. Voilà, donc ça c'est un exemple. Il y a possibilité d'avoir un autre cas d'une manière générale. Donc ça c'était un exemple industriel. Je donnerai un autre exemple industriel aussi. Par exemple, vous avez une unité industrielle ou plutôt une unité industrielle, voilà, et dans la steppe, la steppe de l'entreprise, qui fait un pré-traitement, ne fonctionne pas
24 heures sur 24. Par exemple, ça fonctionne que le matin. Ben, il ne faut pas y aller, par exemple, la nuit pour chercher un échantillon, parce que l'échantillon ne représente pas l'eau produite par le procédé. C'est pour cela que j'ai dit la détermination des cycles et des heures de fonctionnement du procédé à analyser. Donc là, quel procédé je dois suivre? Ça veut dire quel step? Si je suis intéressé à une step donnée, donc là, je dois connaître les heures de fonctionnement et les cycles. Alors bien évidemment, pour prendre un échantillon dans ce temps. Alors, pour les steppes des eaux urbaines, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les steppes des eaux urbaines fonctionnent 24 heures sur 24, 365 sur 365, donc toute l'année, sans bien évidemment, sans arrêt. Alors, autre point, c'est la détermination du type de réseau des rejets. Est-ce que c'est un réseau unitaire ou un réseau séparatif? Donc là, je parle bien évidemment du réseau d'assainissement. Alors, le réseau d'assainissement, c'est quel type? Il y en a deux. Il y a le réseau d'assainissement unitaire et le réseau d'assainissement séparatif. Alors, quelle est la différence entre les deux? Démarrons par le réseau unitaire. Le réseau d'assainissement unitaire, c'est un réseau de collecte des eaux usées qui vont être mélangées avec les eaux pluviales. Ça veut dire les eaux usées produites par la population mélangées à l'eau pluviale, l'eau de pluie, l'eau récoltée dans les rues, les boulevards, les terrasses et tout ça. Donc là, tout est mélangé et ça va dans un seul réseau. Donc ça, c'est le réseau unitaire. Le réseau séparatif, ça veut dire que dans une agglomération donnée, dans une ville donnée, vous avez deux réseaux d'assainissement. Un réseau urbain, ça veut dire le réseau des eaux usées urbaines, et un autre réseau parallèle de collecte des eaux pluviales seulement. Qu'est-ce qu'on fait normalement au niveau de la steppe? Le réseau des eaux pluviales, il est évacué directement sur la nature. Pourquoi? Parce que ce sont des eaux normalement qui ne contiennent pas de matière organique, ça c'est un. Et deux, il y a un autre problème, c'est que ça contient des éléments toxiques. C'est que ça contient par exemple, parce que comme vous le savez bien, quand il y a les premières pluies, toutes les routes et les rues sont lavées, et sur les routes et les boulevards, bien évidemment, il y a beaucoup de fumée d'échappement, il y a des gouttes de carburant, il y a des gouttes d'huile moteur et ainsi de suite. Et donc tout ceci va être véhiculé vers la steppe. Donc c'est pour cette raison-là, les eaux pluviales en cas de réseau séparatif ne sont pas traitées. Par contre, les eaux usées domestiques sont traitées bien évidemment comme prévu. Donc là, connaître le type de réseau, c'est très important parce que quand on connaît le type de réseau, ça veut dire qu'on a déjà une idée sur la qualité de l'eau. Si c'est unitaire, ça veut dire que c'est mélangé à l'eau pluviale. Bon, là, toutes les concentrations sont un petit peu atténuées. Ça veut dire que c'est diminué. Là, donc, ça veut dire que les matières en suspension, il y en a de moins. La DCO, il y a de moins. La DBO, il y a de moins, et ainsi de suite. Pour le réseau séparatif, donc les eaux pluviales, on n'en parle pas parce qu'on ne les traite pas. Par contre, les eaux usées, ils vont avoir une concentration qui est, soi-disant, de tous les éléments, qui est soi-disant constante. Pourquoi? Parce que les eaux usées sont toujours les mêmes. Il n'y a pas d'apport d'eau pluviale. Hein. Donc, comme vous le savez bien, par exemple, en été, il n'y a pas d'eau pluviale, mais en hiver, il y a des eaux pluviales, et donc par conséquent, ça va diluer ces eaux-là dans le cas d'un réseau unitaire. Voilà, donc ça, c'est à prendre aussi en considération. Et un autre point, une visite préliminaire au site pour déterminer les moyens et les conditions de transport des échantillons, l'accessibilité au rejet, la disponibilité et l'équipement de sécurité requis. Donc ça, c'est très important. Alors là, comme je l'ai dit, la localisation du site, donc ça c'est pour fixer un petit peu les points. Et cette visite préliminaire est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça va nous aider, comme je l'ai dit, à déterminer les moyens et les conditions de transport des échantillons. Donc là, ça veut dire que est-ce que je dois y aller en transport? Est-ce qu'on peut y aller en petite voiture? Est-ce qu'on peut y aller avec un 4x4? Est-ce qu'on peut y aller avec un quad? Et ainsi de suite. Donc là, pour pouvoir ramener l'échantillon,
correctement. Donc ça, c'est le moyen de transport. Les conditions, ça veut dire est-ce que le voyage va durer 1 heure, est-ce que ça va durer 5 heures. Donc c'est pour pouvoir bien évidemment prévoir le moyen de conservation de ces échantillons. Il y a aussi le point d'accessibilité au rejet, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas où vous avez une falaise, ça veut dire une coupure du sol, et là vous avez l'eau à quelques mètres en profondeur, donc là on ne peut pas y accéder facilement. Dans le cas du marécage, donc là vous avez une zone inondée, hein, toute la région est inondée par exemple, quelques centaines de mètres carrés évacués par les eaux, donc on ne peut pas y aller facilement, et ainsi de suite. Donc tout ceci, ça va entrer en jeu dans la disponibilité de l'équipement de sécurité requis. Ça veut dire qu'il faut chercher les moyens pour se protéger. Pour protéger, bien évidemment, l'équipe qui va réaliser ou l'agent qui va réaliser l'échantillon. Alors là, on doit, par exemple, dans le cas de marécage ou d'eau qui déborde sur les bords, de prévoir, bien évidemment, des bottes de grande taille, hein. Donc ça veut dire des bottes qui arrivent jusqu'à la ceinture. Par exemple, dans le cas de falaise, par exemple, il faut prévoir des moyens de sécurité, tels que par exemple des cordes, un système pour attacher la personne qui va descendre et prendre l'échantillon, et ainsi de suite, hein. Donc tout ça, il faut le prévoir afin de réaliser cette tâche en suivant bien évidemment les règles de l'art, hein, les règles de l'échantillonnage. Alors maintenant, on va voir les types d'échantillonnage. Hein. Deux types d'une grande... rapidement si vous voulez, il y a l'échantillonnage ciblé et l'échantillonnage aléatoire. Alors ciblé, ça c'est différent. Ça consiste à prélever des échantillons à des endroits où il y a présence de contaminants. Ça veut dire que voilà, le ministère de la Santé, par exemple, nous prévoit qu'il y a une maladie qui est venue d'apparaître dans une région ou dans un village où l'eau de la rivière dans laquelle on fait notre rejet circule. Hein, parce que, par exemple, les gens utilisent cette eau pour des besoins personnels, soit par exemple pour les enfants qui se baignent dedans, soit pour leur bétail, soit pour leur utilisation dans la maison et tout. Et donc là, s'il y a une contamination quelque part, il faut bien évidemment y aller chercher un échantillon qu'on appelle ciblé, parce que c'est un point donné, pour chercher un petit peu le problème. Est-ce que c'est dû bien évidemment au rejet de la steppe ou c'est autre chose? Donc là, on est censé prendre un échantillon pour s'assurer. Donc là, ciblé, c'est à un endroit ou à des endroits où il y a présence de contamination. L'échantillonnage aléatoire consiste à prélever à des endroits choisis au hasard. Ça veut dire que notre but, c'est de suivre la qualité. Alors, suivant la qualité, ça veut dire qu'on va fixer des points au hasard nous-mêmes. Et ceci, ça nous aidera bien évidemment à déterminer et à suivre la qualité de cette eau. Alors, pour l'échantillonnage aléatoire, il y en a 4 types. On va démarrer par le premier, échantillon aléatoire ou simple. Ça veut dire quoi? C'est prélevé au hasard à des périodes de temps lorsqu'il s'agit d'un milieu dynamique. Ça veut dire dynamique, ça veut dire qu'il y a des rejets liquides, des cours d'eau, hein, rivières et tout. Et donc là, c'est de prendre au hasard à des périodes de temps. Donc ça veut dire que, voilà, on va dire, on va prendre des échantillons le mois de janvier, le mois de mars et le mois d'avril par exemple, hein, sans se prendre en mois de février. Voilà, ça veut dire que c'est à nous de fixer les périodes. Hein, c'est à nous de dire sans aucun ordre. Hein, donc on choisit comme on veut les périodes de temps. Et la même chose pour les distances. Hein, donc ça peut être 1 km au début, par la suite c'est après 5 km et par la suite après 8 km par exemple. C'est à nous de déterminer les points et donc c'est pour cela c'est aléatoire et c'est simple. Alors vous avez l'échantillonnage systématique. Systématique, ça veut dire que ça suit un ordre. Donc il
consiste à choisir le premier point au hasard, bien évidemment, parce que c'est au hasard tout ça, parce que l'échantillonnage est aléatoire. Donc on va prendre le premier point au hasard et ajouter une unité de longueur et de temps choisi à l'avance. Ça veut dire, on va prendre le premier point, c'est la sortie de la steppe. C'est un exemple. À partir de la sortie de la steppe, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un échantillon chaque kilomètre. Ça y est, on a fixé l'unité de longueur. Donc chaque kilomètre, il faut prendre un échantillon. Et une unité de temps, ça veut dire qu'il faut répéter cet échantillon chaque semaine, par exemple. Donc chaque semaine, il y a prélèvement d'échantillons de chaque kilomètre à partir de la steppe. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage systématique. Alors, vous avez aussi l'échantillon instantané. L'échantillon instantané est composé d'une seule et courte prise permettant la connaissance de la qualité du milieu. Donc là, si vous voulez, c'est comme si les responsables du laboratoire font un tour juste pour voir un petit peu ce qui se passe après le rejet. Ils vont prendre un échantillon comme ça au hasard, ils vont l'analyser. Et un seul, pas de distance, pas de temps. Donc ça veut dire qui ne va pas se répéter dans le même point, qui ne va pas se répéter après une certaine distance et qui ne va pas se répéter après une certaine durée. Donc une seule et courte prise, donc un seul échantillon pris comme ça, juste pour connaître la qualité du milieu, ça veut dire c'est juste pour avoir une idée. Voilà, alors par la suite vous avez l'échantillon composé. L'échantillon composé, ça c'est bien pour les laboratoires parce que ça diminue un petit peu les dépenses. Alors, ça consiste à prélever dans le même contenant, ça veut dire dans le même bocal, dans le même flacon, hein, plusieurs échantillons, ça veut dire pas du même point, à des intervalles de temps ou à des distances variables en respectant l'égalité des proportions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de l'échantillon systématique, l'échantillon systématique, c'est un point au départ, chaque distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque kilomètre par exemple, on va prendre un échantillon et on va répéter ceci dans le temps. Alors, l'échantillonnage composé est venu un petit peu pour corriger l'échantillonnage systématique dans le cas où il n'y a pas de variation de la qualité. Donc ça veut dire qu'on fait l'échantillonnage systématique pendant la première semaine, la deuxième semaine, le premier mois, le deuxième mois, et ainsi de suite. On a une année, ça se répète, c'est la même chose. Ça veut dire que la qualité en janvier, par exemple, c'est la même, la qualité en février, c'est la même, et ainsi de suite, hein, pour ne pas dire que la qualité est la même toute l'année. Okay? Alors, on va voir un petit peu, c'est comme si on a des choses qui se répètent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que voilà, au lieu de perdre beaucoup d'argent dans les produits et beaucoup de temps dans des opérateurs ou des gens qui travaillent au laboratoire à réaliser toutes les analyses des échantillons systématiques, on va faire quoi? On va faire un échantillon composé, une fois, avec les échantillons systématiques. Ça veut dire qu'on est allé prendre le premier échantillon au kilomètre 1, deuxième au kilomètre 2, et 3 et 4 et 5 et ainsi de suite, et on doit répéter ça dans le temps. Ça veut dire la semaine prochaine, on va faire la même chose. Alors, en une semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, une semaine du mois de janvier, on va prendre nos échantillons systématiques comme il faut, mais en parallèle, on va prendre par exemple 100 ml du premier kilomètre. On va la mettre dans un bocal à part. Deuxième kilomètre, on va prendre 100 ml encore une fois et on va la mélanger à la première. Ça, c'est pour l'échantillon composé, ça veut dire que c'est à part. Hein. L'échantillonnage systématique, on le fait, mais à côté, on va faire un premier point, deuxième point, troisième point. Chacun, on va prendre 100 ml et on va les mélanger, hein, parce que je dis dans le même contenant. On va les mettre dans un seul bocal, dans un seul flacon. Donc là, c'est plusieurs échantillons à des intervalles de distance. Hein. Je démarre avec la distance, ça veut dire qu'on a pris 100 ml du premier kilomètre, deuxième, 100 ml, troisième, on a pris 100 ml, et ainsi de suite. On mélange tout ça. Donc ça, c'est dans la distance. La même chose pour le temps. Ça veut dire que pour un point donné, je vais prendre un échantillon cette semaine. La semaine prochaine, je vais prendre un échantillon, je vais le mélanger avec, et ainsi de suite. Et par exemple, pour le mois, je vais analyser les 4 échantillons.
l'échantillon qui contient les 4 prises, les 4 semaines. Donc en fait, j'en ai un seul échantillon. Donc ceci est très important, comme je l'ai dit, pour les dépenses des laboratoires. Pourquoi? Parce que je vais analyser un seul échantillon et pas une dizaine ou une vingtaine. Donc dans le cas des échantillons systématiques, donc c'est plusieurs points et plusieurs échantillons pour une seule campagne, ça veut dire pour une seule semaine. Alors que pour l'échantillon composé, c'est le point 1, je vais prendre 100 ml, le point 2, je vais prendre 100 ml que je vais mélanger avec le premier, troisième point 300 ml, ça veut dire pour 100, plutôt pour 10 points, je vais avoir 1 litre. Je vais mélanger, je vais l'analyser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser cette eau qui est contenue dans le même flacon et je vais garder cette valeur ou ce résultat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais à chaque fois le répéter. Ça veut dire au lieu d'aller prendre plusieurs échantillons, je vais prendre un seul. Et donc comme ça va me faire gagner. Par exemple, si je travaille ici sur 10 points, ça veut dire 10 échantillons, là j'en ai un seul. Et donc là, j'économise un petit peu en produit et en temps, bien évidemment, des agents de laboratoire. Alors, quand est-ce que je dois sortir ou je dois quitter l'utilisation de l'échantillon composé? C'est dans le cas où j'ai une variation. Ça veut dire, j'analyse le premier mois, je trouve un résultat. Deuxième mois, je trouve un résultat semblable. Troisième mois, je trouve un résultat semblable. Mais le quatrième mois, je trouve un résultat qui est différent. Ça veut dire que j'ai des taux ou des concentrations trop élevées ou très basses par rapport à la réalité, par rapport aux autres mois. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à l'échantillon systématique. Pourquoi? Parce que cet échantillon composé ne me permet pas d'avoir une stabilité des résultats. Pourquoi? Parce que comme c'est dans le même contenant et j'en ai plusieurs des échantillons à des distances différentes ou à des temps différents, il y a possibilité de dire qu'il y a un des échantillons, par exemple si on a 10, il y a un des échantillons où il y a le problème. Alors, parce que ça a contaminé tous les autres. Okay? Donc là, il faut revenir à l'échantillon systématique pour chercher un petit peu là où il y a le problème. Donc là, c'est pour cela que j'ai dit, toutefois, on évite ce genre d'échantillon lorsque on suspecte des écarts importants entre les compositions des sous-échantillons. Sous-échantillons, ça veut dire les échantillons prélevés à des intervalles de temps, à des intervalles de distance. Donc en fait, quand je prends le premier échantillon composé, ça marche. Le deuxième, ça veut dire la semaine prochaine ou le mois prochain, ça marche. Une fois que je constate qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un sous-échantillon qui n'est pas le même. Hein. Ça veut dire que sa qualité a changé. Par conséquent, je dois le connaître. Et pour le connaître, je dois revenir à l'échantillon systématique. Voilà, donc c'était tout pour les échantillons. Maintenant, deuxième des choses, c'est la mesure de débit. Donc là, je dois connaître bien évidemment le débit de mesurer dans ce rejet-là afin de le prendre en considération. Donc là, comme je l'ai dit ici, la mesure de débit est une partie intégrante de l'opération d'échantillonnage. Donc là, un échantillon, il faut une mesure de débit avec. La fiabilité de cette mesure conditionne la crédibilité des ratios à établir en assainissement. Ça veut dire que ces débits-là, les mesures de débit, on les utilise pour la crédibilité des ratios. Alors, crédibilité des ratios, qu'est-ce que c'est? L'un des ratios les plus utilisés, c'est un rapport DCO-DBO. DCO-DBO, c'est pour avoir une idée, quand on fait le rapport de la valeur de la DCO et sur la valeur de la DBO d'une eau, on a une idée sur le type de traitement qu'on doit envisager. Est-ce que c'est un traitement biologique ou un traitement physico-chimique, par exemple? Et est-ce que c'est un traitement biologique qui nécessite tel type de bactéries ou tel type de bactéries, et ainsi de suite. Et par la même occasion, le réseau d'assainissement qui va être pris en considération. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas le débit, on aura des problèmes au niveau du réseau d'assainissement. Pourquoi? Parce que soit on aura un réseau d'assainissement surchargé, ça c'est un problème, ça veut dire qu'il va y avoir un débordement par des endroits, des points, où on aura un réseau d'assainissement qui est soi-disant utilisé à 2 ou à 3%. Ça veut dire que vous avez une conduite
de grande taille et il y a un petit ruisseau qui circule au fond. Donc ça c'est très intéressant, les mesures de débit et les ratios. J'espère qu'on aura l'occasion de détailler un petit peu ce point par la suite. Peut-être qu'on aura l'occasion au module de pollution-dépollution en 5e année. Alors d'ailleurs, c'est par la bonne connaissance des débits ou des volumes écoulés qui permet de calculer la charge polluante. Donc là, si je connais le débit, je dois avoir une idée sur la charge polluante. Et la charge polluante, qu'est-ce que c'est? C'est le débit fois la teneur en polluant, en milligrammes par litre. Ça veut dire que je connais un petit peu la concentration de la pollution. Et combien en milligrammes par litre, par exemple de matière en suspension en milligrammes par litre, je vais la multiplier fois le débit pour avoir la charge polluante, ça veut dire la totalité de la pollution apportée par cette eau. Deuxième des choses, ça a un lien avec les ratios, avec l'assainissement, c'est le reste de l'assainissement, c'est le dimensionnement des ouvrages. Donc là, les dimensionnements des ouvrages, c'est la taille des bassins, le volume des bassins, les diamètres des conduites, et ainsi de suite. Et troisième des choses, c'est pour effectuer des bilans d'exploitation. Des bilans d'exploitation, ça veut dire, c'est d'avoir un petit peu une idée sur combien de mètres cubes nous traitons par jour et combien de mètres cubes on pourra traiter par mois, par année, et ainsi de suite. Alors pour la mesure, il existe deux grandes classes de méthodes de mesure des débits dérogés. Donc il y a les mesures du débit en canal ouvert, vous avez une illustration là et là, et les mesures de débit dans les conduites fermées. Alors, dans les conduites fermées, c'est facile. Pourquoi? Parce que le système est fermé et on a une idée, une mesure qui est rapide. Alors, par contre, pour les canaux ouverts, là, il faut faire il faut prendre beaucoup de choses au détail, ou plutôt il faut détailler beaucoup de points. Pourquoi? Parce que comme le canal est ouvert, ça veut dire il est à ciel ouvert, là, il faut prendre pas mal de points en considération. Donc, la méthode la plus utilisée qui consiste en une mesure de la hauteur d'eau. Donc là, pour chercher, ou plutôt pour calculer le débit, on en a besoin de deux choses. Donc, je crois que ça, vous connaissez. Je dois connaître la hauteur d'eau, ce qu'on appelle, dans le jargon, si vous voulez, des gens qui font de l'écologie, c'est ce qu'on appelle la surface mouillée. Ça veut dire quelle est la partie de ce canal-là où il y a la circulation. Parce que qui dit canal, on n'est pas certain qu'il soit rempli à 100%. Ça veut dire que l'eau peut circuler à un tiers, ou à deux tiers, ou à trois tiers, ou à trois quarts de sa capacité. Donc c'est pour cela qu'on doit mesurer quoi? On doit mesurer la hauteur d'eau. Soit la hauteur d'eau, ça veut dire que si c'est rectangulaire, par exemple, comme ça, donc là vous voyez ceci, donc c'est un canal réalisé d'une manière rectangulaire, donc là c'est simple, on va mesurer la hauteur de là à là. Ça veut dire la hauteur de circulation de l'eau, donc de la surface de l'eau jusqu'au fond de la conduite. Okay? Donc ça c'est pour la mesure. Deuxième des choses qu'il faut connaître, il faut connaître la vitesse de circulation de l'eau. Donc là, la surface mouillée et la vitesse vous donnera bien évidemment une idée sur le débit. Donc là, l'installation de la mesure de débit va comporter les principaux éléments suivants. Alors là, qu'est-ce qu'il faut dans la zone où on doit mesurer le débit? Donc là, il nous faut un chenal d'approche. Un chenal d'approche pour tranquilliser l'écoulement du régime turbulent à un régime laminaire. Donc un chenal d'approche, qu'est-ce que c'est? C'est une zone. Par exemple, si je veux faire le prélèvement là, quelques mètres en avant, là vous voyez le sens de circulation de l'eau, c'est comme ça, donc quelques mètres en avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tranquilliser l'eau pour que l'écoulement ne soit plus turbulent, mais plutôt un écoulement laminaire. C'est pour avoir, soi-disant, une hauteur d'eau qui doit être constante. Le chenal d'approche, c'est pour pouvoir mesurer la hauteur d'eau d'une manière correcte. Il faut aussi un dispositif de mesure. Un dispositif de mesure qui peut être un déversoir à mince paroi, c'est cette figure-là. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre toute la section où il y a la circulation, on va tout fermer et laisser juste une toute petite partie où il va y avoir le débordement.
Donc ça s'appelle un déversoir à mince paroi ou un canal jaugeur. Donc c'est ce cas-là, ça veut dire que on aura une sorte de crête comme ça, donc une sorte de, on peut la faire en béton ou en acier par exemple, qui a une hauteur qui est bien déterminée. Et donc là, on va mesurer la quantité ou plutôt la lame d'eau ou la hauteur d'eau au-dessus. Donc là, pour mesurer la hauteur d'eau. Il faut un capteur qui mesure le niveau, la pression ou autre grandeur à partir de laquelle le débit sera calculé. Donc là, il nous faut autre chose, un capteur qui nous permettra par exemple de mesurer, d'avoir le complément pour la mesure. Parce que quand on mesure la hauteur d'eau, c'est en mètres par exemple, il nous faut une vitesse. Donc là, parce que quand on multiplie la vitesse fois la section mouillée, ça nous donne le débit. Donc là, pour réaliser cette mesure-là, il nous faut un capteur qui mesure le niveau, par exemple, qui mesure la différence de niveau, il nous fait une idée sur le calcul de la vitesse, de la pression ou autre grandeur, bien évidemment, afin de pouvoir calculer le débit. Alors ça, c'est un exemple d'instrumentation de mesure de débit dans un canal. Donc ça, c'est pris dans la source de Ain Saldoun à Bni Mellel. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un moyen de mesure de la hauteur d'eau. Donc là, vous voyez que là, c'est à peu près 50 centimes, hein, le trait que vous voyez là, 50, 60. Donc là, le niveau d'eau, il est aux alentours de 50 centimes à peu près. Donc ça, c'est la hauteur d'eau. Et par la suite, vous avez cet instrument-là. Donc là, au fond, vous avez une hélice, qui va subir une rotation, bien évidemment, avec le mouvement de l'eau dans ce sens. Donc là, l'hélice va tourner et ça va être traduite sur un afficheur ici. Donc là, vous voyez un petit peu la boîte est fermée. Ça nous donnera une idée sur la vitesse de l'eau. Donc vous savez bien qu'on peut convertir la vitesse de rotation en vitesse de circulation de l'eau. Donc là, vous avez l'hélice qui est plongée dans l'eau. Elle est protégée, bien évidemment, par cette conduite en métal galvanisé. Et bien évidemment, avec la circulation de l'eau, on a la rotation de l'hélice et vous avez une vitesse de déplacement de l'eau. Donc, comme on a la vitesse de déplacement de l'eau, on a la hauteur et on connaît la largeur. Donc, on a la largeur de la conduite, on la connaît, la largeur du canal. La hauteur, c'est l'U ici. Et on va multiplier la hauteur fois la largeur pour avoir la section mouillée. Ça veut dire cette distance mouillée représente combien fois la vitesse, ça nous donnera le débit de cette source, hein, de la source de Ain Saldoun. Donc là, si vous êtes de Bni Mellel ou vous n'êtes pas loin, ou la prochaine fois si vous irez, regardez, ça se trouve bien évidemment après la source. Donc en fait, la source est là avant la chute, hein, donc, parce qu'il y a deux cascades d'eau. Donc là, avant la première cascade, si je me rappelle bien, donc vous avez cette instrumentation-là. Et vous pouvez la trouver ailleurs, hein, donc c'est pas à Bni Mellel seul. Là où vous avez un cours d'eau ou un canal d'eau de ce type-là, vous avez ce moyen-là pour pouvoir mesurer le débit. Ça se trouve même sur les rivières. Et pour le repérer, c'est dans les rivières, c'est au niveau des ponts. Donc là, si vous passez sur un pont, regardez un petit peu au fond, au niveau de la rivière, sûrement vous allez repérer cette règle de mesure de la hauteur. Voilà, donc je suis à 39 minutes, je m'arrête là pour pouvoir attaquer, pour pouvoir vous transmettre le reste dans une autre vidéo.